Bonjour Edoui Plenel. Bonjour. Patron et fondateur de Mediapart, vous publiez l'appel à la vigilance face à l'extrême droite. C'est publié aux éditions La Découverte. C'est un petit livre rouge, je n'y fais aucune allusion. Mais néanmoins, c'est plus qu'un appel à la vigilance, je dirais presque un cri d'alarme. Ou en tout cas, une alerte gravissime. Oui, c'est un livre d'inquiétude qui se remémore une précédente alarme qui avait été faite il y a 30 ans par une quarantaine de personnalités de notre vie intellectuelle, pas seulement française, européenne. Il y avait Umberto Eco. Et 30 ans après, c'est la première phrase du livre. Que nous est-il arrivé? Comment se fait-il qu'aujourd'hui, dans l'espace public français, d'une démocratie, de la démocratie qui a proclamé les droits de l'homme, la France, eh bien, les idées antidémocratiques, les idées de l'inégalité naturelle, les idées qui sont le terreau du fascisme, de toutes les extrêmes droites sous leurs divers visages, eh bien, elles sont là, elles s'étalent, elles ont micro ouvert dans des chaînes de radio, dans des chaînes de télévision, dans le débat public. Et ça, c'est comme ça qu'arrive la catastrophe. Oui, vous citez Jean-Pierre Vernant, un grand historien, philosophe, résistant, qui disait « On ne discute pas de recettes de cuisine avec des anthropophages ». Bien sûr. Vous voulez dire qu'on ne va pas débattre avec ceux dont vous dites qu'ils nient l'égalité de l'autre. Vous savez, ce que nous faisons là, ce qui se débat à l'Assemblée, dans les rues, les manifestations, tout ça part d'une proclamation « Nous naissons libres et égaux en droit ». La Déclaration universelle rajoute que nous sommes des êtres humains qui avons les mêmes droits en dignité. Comment? On va débattre de savoir si nous sommes inégaux. On va débattre si les hommes sont supérieurs aux femmes. On va débattre si une religion est supérieure à une autre, si une nation est supérieure à une autre, si une origine est supérieure à une autre. Si l'on commence à débattre de ça, on considère que c'est une idée normale. Nous savons d'expériences vécues, ici même en Europe, que ces idées-là, que ces mots-là, que ces phrases-là, elles amènent jusqu'au crime. Elles produisent le crime contre l'humanité. À partir du moment où l'on accepte cette idéologie de l'inégalité naturelle, dont le prétexte c'est la xénophobie, c'est le racisme, eh bien on ouvre la voie à la destruction de l'humanité par elle-même. Eh bien non, on ne doit pas accepter ça. Il n'est pas normal qu'il y ait en France aujourd'hui des fréquences hertziennes, des chaînes de radio, de télévision qui sont des biens publics et qui peuvent, sans problème, déverser ces idéologies qui sont des idéologies meurtrières, et y compris la plus récente qui s'appelle Le Grand Remplacement et qui est labellisée française. Alors vous citez dans ce livre Éric Zemmour, par exemple, vous citez Vincent Bolloré, vous avez déjà mis en cause CNews sur ce même plateau, Edoui Plenel. Au fond, vous dites ces chaînes-là déversent cette haine dont vous parlez qui pourrait demain générer de véritables crimes, c'est ça que vous dites? Je dis que le crime, il ne vient pas d'une décision, d'une brutalité. Je rappelle que aussi bien le fascisme italien que le nazisme allemand sont arrivés par les élections. C'est le pourrissement du débat public, c'est l'avachissement de la démocratie, c'est les renoncements des vigilances démocratiques qui font qu'un jour la catastrophe arrive. Ce que disait Walter Benjamin en disant « la catastrophe, c'est que tout continue comme avant ». On accepte cela. Et donc, des gens ont le droit de penser dans leur tête, dans leur groupuscule militant, au café du commerce, qu'il y a des inégalités naturelles, que parce qu'ils sont blancs, chrétiens, hommes, ils sont supérieurs à d'autres. Ils ont le droit. Mais non, ces idées-là ne sont pas légitimes dans l'espace public. D'ailleurs, elles sont pénalisées par la loi. On n'a pas le droit de faire l'éloge de la discrimination à l'embauche comme l'a fait M. Zemmour, et il a été condamné pour cela. Et donc le fait qu'on ait des chaînes qui, par exemple, font la propagande du grand remplacement. Le grand remplacement, théorisé par Renaud Camus en 2010, popularisé par Michel Houellebecq, l'écrivain très connu dans le monde entier, et également promu par Éric Zemmour, le grand remplacement, c'est une idéologie fasciste. C'est une idéologie qui dit qu'une partie de notre peuple va en dominer une autre, va en coloniser une autre, et que donc il faudrait se défendre contre d'autres Français, et qu'il faudrait les effacer, il faudrait les rendre invisibles, soit qu'ils ne soient plus ce qu'ils sont, arabes, noirs, musulmans, juifs,
et autres, soit tout simplement qu'ils s'en aillent. Et d'ailleurs, les partisans du grand remplacement parlent de remigration. Alors vous voyez bien, ces mots se diffusent depuis des années en France. Et cela donne quoi? Cela donne ces mobilisations dans des communes, dans des villes, contre un centre de réfugiés comme à Callac en Bretagne. Cela donne des agressions. Cela donne, et nous les chroniquons sur Mediapart, ces chroniques, ces réalités de la haine ordinaire, de stigmatisation de citoyennes, de citoyens, parce qu'ils n'ont pas la même couleur de peau, la même religion, la même origine. Non, on ne peut pas laisser diffuser ces idées dans un espace public démocratique. Oui, mais alors vous dites quoi? Il faut interdire ces personnalités-là de plateaux de télévision, ou interdire carrément les chaînes qui les diffusent? Il ne faut pas interdire. Il y a une régulation des médias en France. Il y a une régulation parce que l'espace démocratique suppose une régulation pour ces raisons-là. On a le droit de créer son journal payant, où on va défendre telle et telle opinion et on en rendra compte devant les tribunaux. C'est autre chose, un média public. Un média en accès libre. Je branche ma radio, je branche ma télé, on a le droit de tout dire, et y compris le pire, et y compris l'abject. Je donne un exemple dans ce livre. Vous savez, au nom de la liberté de tout dire, la liberté des opinions, il y a un pays francophone, en Afrique, qui, dans le cadre, soi-disant, d'une libéralisation, a commencé à dire il faut des chaînes libres. Et donc, il y en a une qui s'est créée la même année que les événements que je rappelle, il y a 30 ans, en 1993, avec des statuts disant « liberté, liberté d'expression ». Un an après, il s'agit du Rwanda. 800 000 personnes avaient été tuées dans un génocide. Eh bien, ce média qui se revendiquait de la liberté d'expression a été le média de propagande de l'idéologie génocidaire contre les Tutsis, les traitant de cafards, disant qu'ils n'étaient pas tout à fait des êtres humains, qui n'avaient de toute façon pas droit de citer dans ce pays. Radio Mille Collines. À tel point qu'on a parlé d'un génocide où il y avait la machette d'un côté et le transistor de l'autre. Si nous ne prenons pas conscience de ce problème, un jour ou l'autre dans notre pays, nous aurons des radios Mille Collines. Encore une fois, c'est comme ça que commencent les catastrophes, en s'habituant à ce que des idéologies qui sont des idéologies de la haine de l'autre puissent s'ébattre dans l'espace public. Oui, mais vous citez Alain Finkielkraut qui dit le fascisme est mort en 1945, est définitivement mort. Il y a au fond aujourd'hui le sentiment que cette crainte est derrière. Oui, il faudrait qu'il se réveille, Alain Finkielkraut, parce qu'il ne s'agit pas que de la France, et dans mon livre, je parle de plein d'autres pays. Aujourd'hui, on voit bien que le fascisme, sous différents visages, dans différents contextes, revient, et il fait retour sur quoi? Sur ce qui est son socle fondamental, l'inégalité naturelle. Le refus de l'idée qu'il y ait un genre humain. Le refus de l'idée qu'il y ait des droits universels. Le refus de l'idée qu'il y ait des principes qui doivent s'imposer aux nations et que, au fond, il n'y a pas qu'un seul critère, que ce qui est bon, c'est ce qui est bon pour mon peuple. C'est ce que disait Hitler. C'est pour ça que beaucoup de ces gens aujourd'hui, cela concerne aussi bien l'extrême droite poutinienne, l'extrême droite israélienne, les mollahs iraniens, d'autres régimes autoritaires, beaucoup de gens, au fond, ils ont envie de pouvoir parler, s'exprimer, penser comme Hitler, comme s'il n'avait jamais existé. Comme si c'est ce fait de cette prise de conscience, car au fond, la Déclaration universelle des droits de l'homme, la création des Nations unies, ça vient de quoi ? De 2 guerres mondiales, d'une catastrophe, des génocides, de la prise de conscience qu'on ne peut pas aveuglément faire confiance aux États, aveuglément faire confiance aux nations, qu'il faut un ordre supranational, qu'il faut un dialogue, qu'il faut des conversations entre pays et qu'il faut surtout des principes qui s'imposent, des droits universels qui s'imposent. Je cite le livre d'un idéologue israélien, Yoram Hazony, qui est la Bible des néoconservateurs trumpistes ou brexiteurs et évidemment de l'extrême droite israélienne. Les vertus du nationalisme.
Il n'y a qu'une règle, ce qui est bon pour ma nation. Donc, encore une fois, il n'y a plus de genre humain, il n'y a plus de principe supérieur. Et là, si l'on accepte cela, qui est un retour d'ailleurs à des idéologues du XVIIIe siècle, ceux qui ont diffusé les idées des nationalismes conquérants. Or, nous savons que les nationalismes conquérants ont produit au bout du compte ce qui nous est arrivé en Europe. Donc, mon livre, c'est un appel à ce qu'on ne s'habitue plus à cela, qu'on ne tolère plus cela, et que l'on revienne à une certaine tenue du débat public. Et derrière ça, je voudrais souligner, cela interpelle beaucoup notre profession. Car voyez-vous, qu'est-ce que c'est qu'une démocratie qui sait se tenir? C'est pas une démocratie où il y a mon opinion contre la vôtre, mon point de vue contre le vôtre, et donc du coup mon préjugé, ma croyance, mon identité, ma communauté. Ça, c'est la guerre de tous contre tous. Une démocratie vivante, une démocratie forte, une démocratie qui construit un vivre ensemble, c'est celle où on met au cœur du débat d'opinion les informations. Ce n'est pas simplement « je le crois, je le pense », et y compris le complotisme, et y compris la rumeur, et puis j'ai le droit de le dire. Non. On débat d'abord autour de faits vérifiés, de faits confirmés, de faits recoupés. Et les chaînes dont nous parlions tout à l'heure, ce ne sont pas des chaînes d'information, ce sont des chaînes d'opinion. Eh bien, ce monde-là, c'est le monde de la guerre de tous contre tous, et j'appelle à ce qu'on se ressaisisse. C'est-à-dire, mais bon, vous ne dites pas qu'au fond, parce qu'il y a eu ce débat sur CNews, qu'il fallait interdire CNews. Hein, il y a eu un appel, la ministre a saisi cette opportunité pour dire la question doit être soulevée. La ministre de la Culture a dit, et de la Communication a dit des choses qui m'ont semblé pertinentes et qui s'adressent en fait à une autorité de régulation indépendante qui s'appelle l'ARCOM. Oui, mais qui a répondu, mais non, le pluralisme est assuré. Mais si c'est le pluralisme simplement de quoi? Des opinions? Un mot pour Hitler, un mot pour les Juifs? Non, c'est pas ça une démocratie. Une démocratie, je le redis, ce n'est pas le fait de donner des chaînes d'accès libre, des radios et des télévisions que n'importe qui peut ouvrir et où on fait l'éloge d'idéologies qui sont des idéologies antidémocratiques. Que M. Bolloré et ses affidés aillent faire des journaux payants, aillent faire des chaînes payantes, des radios payantes, privées, mais sur une chaîne hertzienne, sur un bien public, ce type de propagande peut accompagner l'avènement du pire dans notre pays. Oui, vous citiez tout à l'heure Michel Houellebecq. Emmanuel Macron dit du bien de Michel Houellebecq. Il dit c'est un romantique égaré dans un monde matérialiste. Vous le citez. Mais je cite une sorte de pièce à conviction, qui est un numéro d'une revue animée par Michel Onfray, et où il y a Michel Onfray, il y a Houellebecq, il y a Renaud Camus, il y a d'autres intellectuels qui disent leur obsession du métissage, parler de mixophilie, qui font l'éloge du grand remplacement. Écoutez, c'est comme le débat sur Céline ou sur des acteurs ou des vedettes dans le cadre de MeToo. Est-ce qu'on doit dissocier l'œuvre de l'artiste? Eh bien, quand il s'agit du discours d'une personne dans l'espace public, de ce qu'elle dit comme citoyen, et dans le cas de Michel Houellebecq, il en dit des vertes et des pas mûres, eh bien, c'est sa responsabilité qui est en cause. Et sa responsabilité, M. Macron aurait dû en prendre conscience, n'est pas celle d'un esthète, elle est celle de quelqu'un qui défend des idées antidémocratiques, des idées qui s'en prennent, encore une fois, au socle, l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme, de la Déclaration universelle. Les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Oui, vous citez Maurice Barrès. Il avait dit que Dreyfus soit capable de trahir, je le conclus, de sa race. Et certains veulent d'ailleurs commémorer le 100e anniversaire de sa mort. Oui, commémoration nationale. L'homme de la terre et des morts, le chantre du nationalisme intégral. Et vous savez, c'est très documenté par beaucoup d'historiens. La France, c'est pour ça que je lance cette alerte
à l'ombre de beaucoup d'amis intellectuels qui ont lancé ces appels il y a 30 ans, et notamment celui auquel est dédié ce livre, Maurice Hollander, historien et éditeur. La France a été le laboratoire de toutes ces idées-là, avant qu'elles se concrétisent en Italie et en Espagne avec le fascisme et le nazisme. C'est là que a été écrit Édouard Drummond, en même temps que Barrès faisait son éloge de la terre et des morts et proclamait son antisémitisme, La France juive par Édouard Drummond. Et quand il y avait ce livre qui est le programme de l'antisémitisme moderne, et il y avait à côté un journal, La Libre Parole, La France aux Français. Si on avait dit à M. Drummond, vous savez vos mots là que vous prononcez en 1890, 40 ans après, ils vont provoquer un génocide. On va tuer des femmes, des enfants, des adultes, des vieillards, des hommes, parce qu'ils sont nés juifs ou parce qu'ils sont nés de tziganes. Je leur ai dit, vous me faites un procès d'intention. Vous ne me permettez pas d'exprimer mon opinion, mon point de vue. Tu parles. Eh bien, ce point de vue, nous savons aujourd'hui, encore une fois, que ce point de vue, ces mots-là, peuvent tuer. Et donc, nous ne pouvons pas laisser, je le répète, s'ébattre dans notre paysage public aujourd'hui des mots qui tuent. Ouais. Vous citez Adolf Hitler, Mein Kampf, parce qu'il faut revenir à ça, et qui disait « Un peuple déterminé par son sang et enraciné dans son sol ». Voilà une phrase bien simple et lapidaire, mais qui a des conséquences titanesques. C'est ce qu'écrivait Adolf Hitler. Oui. Au fond, vous dites aujourd'hui, certains disent la même chose ? Oui, certains veulent absolument penser et parler comme Hitler en faisant comme si Hitler n'existait pas. Pour ça qu'ils disent « vous prenez le point Goodwin, la réductio ad Hitlerum », disent-ils. On veut m'empêcher de dire parce que ça rappellerait Hitler. Bien sûr, Hitler n'est pas mort. Hitler, idéologiquement, n'est pas mort. Des historiens comme Johann Chapoutot nous l'expliquent aujourd'hui. Ils montrent que ce n'est pas une sorte de vieillerie monstrueuse, le nazisme. L'Allemagne, à l'époque, est un pays cultivé, est un pays développé, est un pays industriel, est un pays sophistiqué. Donc il faut bien essayer de se dire, mais comment est-ce arrivé ? Comment la barbarie a-t-elle pu naître de la civilisation ? Et ça n'arrive pas qu'aux autres. Ça peut arriver sous d'autres formes, avec d'autres degrés. Mais de nouveau, et nous l'avons sous les yeux, car mon livre le rappelle, qui sont les partenaires français idéologiques de l'extrême droite russe qui soutient M. Poutine ? Qui est M. Alexandre Douguine, l'ami de la nouvelle droite française, qui a publié la revue Éléments comme la nouvelle droite française, les idéologues de l'extrême droite nationaliste révolutionnaire, de la révolution conservatrice française, des idéologues héritiers, au fond, d'une partie du nazisme intellectuel. Eh bien, M. Douguine, il est au cœur du pouvoir de Poutine, idéologiquement. Il le soutient, il l'accompagne. Et le pouvoir de Poutine, quel est son credo ? L'inégalité naturelle. Il y a un bon test de cela, la persécution des minorités. Tous ces pouvoirs de M. Poutine à l'extrême droite israélienne, au mollah iranien, je ne prends que ces 3 exemples, mais il pourrait y en avoir d'autres, persécutent par la loi, veulent persécuter par la loi les minorités, notamment les LGBT. Vous voyez bien que ce poison de l'inégalité naturelle qui vise d'abord, on va dire les musulmans, on va dire les arabes, puis après on va dire les juifs, mais on va dire les homosexuels, on va dire les femmes évidemment, qui doivent rester au foyer et qui doivent accepter la domination masculine. Et donc c'est cela qui est aujourd'hui un peu partout dans le monde, sous de nouveaux visages, et on ne va pas dire que je brandis une sorte d'épouvantail en parlant de fascisme, je dis simplement qu'est de retour, sous des formes politiques diverses, dans des contextes divers, cette idéologie de l'inégalité naturelle, et qu'en France, comme il y a à la fin du XIXe siècle, elle a même trouvé ces théoriciens sophistiqués, talentueux, brillant. Qui se cache, vous dites parfois, sous un aspect littéraire. Mais il ne se cache pas, il le revendique. Il revendique le style, il revendique le talent. C'est le cas de Renaud Camus, qui a été un écrivain... Ils viennent parfois de la gauche, d'ailleurs. Bien sûr, dans une évolution où la crispation nationale... Pierre-André Taguieff également.
bien sûr, qui, dans ce numéro de Front Populaire, écrit des choses sidérantes autour de la mixophilie, c'est-à-dire l'amour du mélange, qui serait le cheval de Troie d'un grand remplacement pour changer la population. Des fantasmes sidérant. Et voyez bien, c'est un des thèmes du livre. C'est comment il y a à la fois la littérature et il y a aussi la fausse science. Car le nazisme, il est venu de gens très sérieux. Il est venu d'intellectuels. Il est venu d'écrivains. Il est venu de docteurs en droit qui dirigeaient les Einsatzgruppen qui faisaient la Shoah par balle. Il est venu de juristes. Il est venu, encore une fois, de gens très sérieux qui, dans leur sérieux, ont amené des mots, des idées qui ont rendu non seulement possible le crime, mais indifférent au crime. Il y a une scène dans le livre qui me tient très à cœur. L'homme auquel je rends hommage, Maurice Hollander, avait voulu rencontrer un intellectuel allemand qui a fait une très très belle carrière après, qui avait été tout jeune dans les Waffen-SS, et y compris dans la division Charlemagne. Celle qui accompagnait les nazis français. Et il rencontre ce monsieur, Josse, qui cite la phrase de Benjamin tout à l'heure sur le fait qu'on s'habitue à ce que tout continue comme avant. Et il parle de comment on s'habitue à l'indifférence au crime, à l'indifférence à l'injustice, à l'indifférence au sort que l'on fait à d'autres. Je parlais des chroniques de la haine ordinaire que vous pouvez lire sur Mediapart. Il y a partout un peu dans notre pays aujourd'hui des faits, des actes, des gestes dont sont victimes des personnes au nom de ces mots-là et vis-à-vis desquels on n'agit pas suffisamment, on ne prend pas suffisamment de décisions et conscience. Oui. Alors, et ce que fait le président de la République, Emmanuel Macron, après la loi séparatisme, bientôt une nouvelle loi immigration, la remise en cause des allocations, des délais de présence sur le territoire national pour les obtenir. Aujourd'hui, c'est un nouveau débat. Ça vous parlait aller dans quel sens? Mais j'ai bien peur que M. Macron soit comme un apprenti sorcier ou un pompier pyromane. Il a été élu pour faire barrage à l'extrême droite par 2 reprises. Il ignore le vote qui lui a permis cela, un vote pluraliste, un vote divers, un vote qui ne valait pas adhésion à ses propres convictions. Aujourd'hui, nous en avons la démonstration avec les mobilisations sur les retraites. Vous savez, Philippe Martinez et Laurent Berger, que l'on voit très unis aujourd'hui, et cela force l'admiration et l'estime, eh bien, ces 2 responsables de la CGT et de la CFDT avaient fait une très belle tribune pour dire que Marine Le Pen, l'extrême droite française, est l'adversaire des travailleurs et l'adversaire du camp de l'émancipation, de l'égalité. Et M. Macron leur a tourné le dos aujourd'hui. Il doit son élection à des gens comme cela et il fait quoi? Les retraites. J'ai expliqué sur Mediapart ces jours-ci combien c'est à la fois il y a un défi d'une injustice sociale, d'un autoritarisme démocratique et presque un enjeu civilisationnel dans cette bataille des retraites, qui est justement de ne pas donner la main à l'extrême droite. Et M. Macron, non seulement dans une logique de bouc émissaire, sur remettre la énième loi sur l'immigration, il y en a pratiquement eu une toutes les années et demie depuis 40 ans. Mais il veut couper l'herbe sous le pied de Marine Le Pen. Mais on peut penser que c'est ça. Mais on ne coupe pas l'herbe sous le pied, on lui fait la courte échelle en faisant cela. C'est aussi vieux que cette phrase, hélas, prononcée par Laurent Fabius dans les années 80, qui a dit un jour que Jean-Marie Le Pen, le père, pour l'extrême droite, posait de bonnes questions et apportait de mauvaises solutions. C'est-à-dire qu'on accepte leur agenda. Le problème de la France, le problème des inégalités, le problème des surprofits, le problème des injustices, c'est la question de l'immigré, c'est la question de l'étranger. C'est ça notre problème? Les profits du CAC 40, la non-répartition des richesses, c'est à cause de ceux qui viennent pour travailler, qui nous aident, qui payent leurs cotisations. Non, tout ça est une folie. Et je voudrais vraiment redire combien, de ce point de vue, le pouvoir actuel mène une politique, et parfois, moi, j'en suis sidéré, parce qu'il suffit de raisonner pour comprendre cela, qui en fait, accompagne
Le pire, je parlais de l'indifférence. Il prévoit l'arrivée de Marine Le Pen, au fond, qui est déjà annoncée en disant elle sera certainement la gagnante. Il paraît qu'ils s'en inquiètent. Mais ils font tout pour qu'en 2027, l'extrême droite arrive naturellement. Emmanuel Macron fait tout pour que Marine Le Pen l'emporte. Peut-être qu'ils se racontent le film autrement, mais la réalité, c'est qu'ils font tout pour la rendre légitime. Ils créent de l'aigreur, ils créent du ressentiment, ils créent de la colère, et ils épousent des thématiques qui ne sont pas en rupture avec l'extrême droite. C'est pas seulement, et j'y fais une allusion, leur obsession du wokisme, du séparatisme, où ils reprennent toutes les obsessions qui sont présentes dans les discours d'extrême droite. Plus profondément, pour combattre l'extrême droite, et c'est vraiment cet appel que porte ce livre, il faut un imaginaire supérieur, il faut un imaginaire alternatif. Si vous avez une politique, et c'est celle de M. Macron, qui est celle du darwinisme social, de la compétition, des plus forts, des puissants, des gagnants, du premier de cordée, et qui, du coup, a un peu de mépris pour ces gens de rien, ou qui vous dit il suffit de traverser la rue pour aller trouver un travail, eh bien, ce darwinisme social, il ne fait pas barrière à l'extrême droite. Il se rapproche de l'idéologie hiérarchique, de l'idéologie de la compétition, de la supériorité, de la puissance, de la force de l'extrême droite. Quelle est l'alternative à l'extrême droite? C'est de défendre une société solidaire, une société de l'entraide, une société du lien, une société de l'écoute, une société du partage. Tout l'inverse de ce qui est fait aujourd'hui. Mais en même temps, de débats démocratiques, comme ce qu'on a vu à l'Assemblée nationale, le débat sur les retraites. Est-ce que vous ne pensez pas, Edwy Plenel, que là, Marine Le Pen a marqué des points par son calme, par son positionnement? On voit encore aujourd'hui Dupond-Moretti, le ministre de la Justice, qui fait des bras d'honneur dans l'hémicycle. Et au fond, ce n'est pas l'extrême droite aujourd'hui. Bien sûr. Crée ce climat. Bien sûr, y compris le surgissement d'Éric Zemmour contribue à notabiliser Marine Le Pen, qui devient la force tranquille par rapport à des gens qui s'affolent et qui s'agitent. C'est pour ça qu'aujourd'hui, pour moi, l'alternative, elle est dans le mouvement social, dans cette union du mouvement social. C'est-à-dire, elle n'est plus à l'Assemblée nationale, l'alternative. Mais de toute façon, la démocratie ne se ramène pas qu'à l'élection, qu'au vote. Pierre Rosanvallon l'a rappelé en défendant le mouvement syndical actuel. Monsieur Macron, en piétinant l'ensemble des organisations syndicales sur les retraites, a une conception bien pauvre, bien régressive de la démocratie, qui fait le jeu aussi de ces forces autoritaires, qui ramène la démocratie au fait d'être élu. Et un seul qui est élu ramasse toute la mise. Mais vous savez que depuis la Deuxième Guerre mondiale, les syndicats font partie de la démocratie en France. Depuis une loi de 1950, ils sont des forces représentatives. Comment est-il imaginable que dans une démocratie adulte, on puisse faire, qu'il s'agisse des retraites ou de l'assurance chômage, dont les syndicats ont été l'architecte, la sécurité sociale, comment peut-on imaginer qu'on impose au forceps, en coup de force, en imposant des délais impératifs au Parlement, des réformes contre l'unanimité des organisations syndicales, de la CFTC à Sud, de l'ensemble des centrales syndicales. Mais c'est une conception aberrante de la démocratie. On ne peut pas régenter le monde du travail, le monde des travailleurs, le monde des gens, parce que c'est quoi les retraites? C'est le patrimoine de ceux qui n'en ont pas. Eh bien, on ne peut pas faire cela en piétinant ces organisations qui sont leur seul mode d'expression. Et dans ce cas-là, on crée un immense vide, et ce vide démocratique, eh bien, il profitera à des forces autoritaires. Oui, on rend hommage à Gisèle Halimi, un hommage national par Emmanuel Macron à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes. C'était important aussi, ça, de montrer ce visage-là, ce visage, une forme de résistance qu'a été Gisèle Halimi. Bien sûr, il faut rendre hommage à Gisèle Halimi, mais pas comme ce que fait M. Macron, après 2 ans de tergiversation, en catimini presque, au palais de justice, et dans une programmation précipitée, qui est politicienne,
la journée des femmes, le 8 mars, alors que les femmes sont dans la rue parce qu'elles seront victimes de la réforme des retraites et que Gisèle Halimi, comme l'a rappelé son fils Serge Halimi, qui est journaliste, serait elle-même dans la rue. Ce n'est pas ça qu'il fallait faire et ce n'est pas ça qui était demandé par le rapport de Benjamin Stora. C'est qu'elle soit au Panthéon. C'est qu'elle soit reconnue au Panthéon. C'est qui, Gisèle Halimi? C'est une féministe. C'est une grande avocate. Mais c'est aussi une femme qui s'est battue pour les droits des autres, venant elle-même de Tunisie. Oui, elle s'est battue contre la colonisation. Oui. Elle a défendu ceux qui, à juste titre, combattaient l'occupation, la colonisation, l'oppression française durant la guerre d'Algérie. Et donc, c'est une façon de rendre compte à une combattante des principes. Les principes ne se partagent pas. Si l'on défend l'égalité pour nous, si l'on se bat pour le droit international du peuple ukrainien, si l'on refuse l'invasion russe, eh bien, on défend aussi, comme je le répète souvent, les droits des Palestiniens. Eh bien, c'est ça, Gisèle Halimi. C'est une personne qui a pensé toutes ces questions. L'oppression des femmes, l'oppression des autres, en l'occurrence des peuples colonisés, et qui a été du côté des causes communes de l'égalité. Le grand symbole, c'était de l'introduire au Panthéon, là où sont les grandes personnes, j'allais dire, pour ne pas dire les grands hommes, et c'était ça qui était demandé, et c'est ça à quoi M. Macron s'est dérobé. Oui, vous dites... C'est un peu le thème du livre, la barbarie peut naître de la civilisation, dit Plenel. Sincèrement, vous pensez qu'on peut convaincre les citoyens que la barbarie aujourd'hui est à nos portes? Peut-être par la victoire de l'extrême droite. Vous lancez donc cet appel à une forme de résistance. Mais c'est vraiment ça, c'est l'enjeu, c'est la barbarie. Je pense que la barbarie, vous savez, j'aime bien cette formule, l'inquiétude est l'antichambre de l'espérance, c'est-à-dire qu'elle vient du fait qu'on s'habitue à être indifférent. Il y a une vieille formule d'un dramaturge suisse, de Suisse allemande, qui disait « pire que le bruit de bottes, le silence des pantoufles ». Donc, quand on s'habitue à maltraiter d'autres, quand on s'habitue à toutes ces campagnes contre les migrants, quand on s'habitue à des actes xénophobes, quand on s'habitue même à des discours et à des mots qui blessent des personnes à raison de leur origine, de leur sexe, de leur genre, de leurs conditions, de leurs croyances, quand on s'habitue à tout cela, eh bien, inconsciemment peut-être, sans y réfléchir, sans doute. Et je ne fais pas un procès moral, je fais une alerte, une pédagogie. Mais cette pédagogie, c'est celle que l'on fait à l'instruction civique à l'école. C'est celle qui est dans les programmes scolaires. Si l'on s'habitue à accepter ces idées d'inégalité, ces actes d'injustice et de stigmatisation, eh bien, on habitue un peuple à accepter un jour, à faire face à cette barbarie, et elle arrivera à s'en prévenir, elle arrivera, et il faut le rappeler, je le rappelle dans ce livre, Mussolini comme Hitler sont arrivés par des élections. Ils n'ont pas fait de coup d'État en Italie et en Allemagne. Mais une fois qu'ils étaient au pouvoir, eh bien, ils ont fait les ravages que l'on sait. Ouais. Il peut y avoir des Mussolini, des Hitler en France demain? Mais il y en a autour de nous dans le monde tout entier. Il y en a en France aujourd'hui? Mais il y a bien sûr des idées... Ces tenants du grand remplacement parlent comme Hitler. Oui. Renaud Camus, vous le citez. Il parle comme Hitler. Et il y en a d'autres qui parlent comme Hitler? Tous ceux qui sont dans mon livre, je vais vous inviter à les lire. Oui. À les lire, et tout ça est dit posément et sans polémique. C'est-à-dire, au fond, c'est un discours dont vous dites « il est fasciste ». Ce discours mais vous savez, c'est pour ça qu'il n'y a pas besoin de mettre... Parce que ce sont des mots... On va faire une étiquette comme ça. Je dis simplement, l'extrême droite, c'est le camp de l'inégalité naturelle. De ceux qui croient qu'il y a l'inégalité naturelle. Nous avons, nous, la France, en août 1789, fait une proclamation qui ne cesse d'être un scandale au sens positif du terme, qui est un appel aux émancipations. Les droits sociaux, les droits démocratiques, les droits des femmes, les droits des minorités, les droits des colonisés partent de là. Nous naissons libres et égaux en droit. Ça heurte tous ceux
toutes celles qui veulent recréer des hiérarchies naturelles. Je suis né supérieur à vous, par mon origine, par ma condition, par ma couleur de peau, par ma religion, par mon sexe, et ainsi de suite. Eh bien, c'est cela qui est en péril aujourd'hui dans notre monde. Il suffit de regarder autour de nous, pas seulement en France. Et nous le voyons bien. Qu'est-ce que c'est que les suprémacistes blancs de M. Trump? Qu'est-ce que c'est que M. Bolsonaro au Brésil? Qu'est-ce que c'est que l'extrême droite israélienne qui accepte et accompagne et même appelle à des expéditions punitives contre les Palestiniens et à raser des villages palestiniens tout en voulant faire des lois contre la démocratie israélienne, contre la Cour suprême, contre les minorités, contre la justice et son indépendance, contre la presse. Donc c'est ça qui nous menace aujourd'hui. Et vous savez, la dernière fois que je suis venu chez vous, nous parlions de l'Ukraine. Et je vous parlais du but de guerre. Si nous disons qu'il faut résister à l'invasion russe, qu'il faut soutenir l'Ukraine contre cette agression d'un nouvel impérialisme, eh bien c'est au nom de quoi? C'est pas simplement pour le défaire parce qu'il a agressé, c'est au nom de valeurs supérieures. Or, ce que défend l'idéologie du pouvoir russe aujourd'hui est aussi du côté de ce néofascisme. C'est un pouvoir identitaire, c'est un pouvoir autoritaire, c'est un pouvoir qui n'accepte pas les contre-pouvoirs. Par qui a-t-il été soutenu, M. Poutine, de la manière la plus active, au point qu'il y a eu des financements, au point qu'il y a eu des voyages de manière répétée par Mme Le Pen. Alors, quelles que soient les prises de position d'aujourd'hui, nous savons ces affinités qui existent. Donc, la vérité, ce n'est pas l'extrême droite a le droit d'exister et de s'exprimer et de défendre ses points de vue. Mon alerte, ce n'est pas elle à laquelle je m'adresse, c'est à celles et ceux qui ne lui font pas barrage. L'extrême droite n'arrive jamais par automatisme. Elle arrive par habitude, par accoutumance, par lâcheté, par renoncement, par division. Et c'est cela qu'il faut essayer d'arrêter. Oui, vous dites le pluralisme des opinions ne tient pas face à un tenant de la supériorité de sa propre identité. Leur donner droit de cité revient à accepter que l'on profane un cimetière. Oui. Ce sont les mots très forts. Ce sont mes mots, en tout cas. Oui, le cimetière dont vous parler, ce sont tous ceux qui sont morts, au fond, qui sont morts. Mais, comment dire, on ne peut pas faire comme si on devait passer à autre chose en oubliant que c'est chez nous, en Europe, que nous avons inventé de manière industrielle le fait de tuer des gens parce qu'ils sont nés, de les tuer en masse, de les tuer parce qu'ils sont nés juifs. Et je rappelle une scène sidérante dans le livre qui montre que tout ça vient pas de nulle part. Nous sommes en 1938, la guerre n'a pas commencé, le nazisme n'a pas fait tous ses ravages, sauf au sein de l'Allemagne. Et Ribbentrop, le ministre des Affaires étrangères nazi, vient en visite officielle en France après les accords de Munich. Il est reçu par le ministre des Affaires étrangères de la 4e République, M. Bonnet, qui va mourir plus tard dans son lit, qui aura voté ensuite les pleins pouvoirs à Pétain. Et M. Bonnet dit à M. Ribbentrop, oui, vous avez raison, on a un problème. Et le problème, c'est ces halogènes, en clair, les juifs étrangers qui arrivent d'Europe centrale. Oui, c'est un problème. Et c'est le ministre français, Hannah Arendt, a raconté cette scène qui suggère au ministre nazi, vous savez, ce qu'on pourrait faire, c'est les déporter. Alors, les déporter, dans cette étape-là, c'était les envoyer ailleurs. Et on en revient, la France était un empire colonial. Il y a une grande île où on pourrait les déporter, Madagascar. Et vous savez qu'en 1940, une fois que les nazis ont occupé la France, ils ont étudié un plan qui s'appelle le plan Madagascar. L'idéologie du grand remplacement d'aujourd'hui, c'était ça. Ils ont d'abord pensé à comment on va les faire partir. Ils ont regardé le nombre de bateaux, c'est loin, Madagascar, et comment on pourrait, puisque maintenant on contrôle ce pays, on pourrait envoyer les Juifs d'Europe à Madagascar. Et puis,
tout ça a été abandonné quand, à partir de l'opération Barbarossa, l'invasion de l'Union soviétique, on est passé à la Shoah par balle, puis ensuite à la Shoah industrielle, à l'extermination d'une autre manière et sur place. Et donc, M. Bonnet, il n'était pas nazi. M. Bonnet n'avait pas adhéré au Parti national-socialiste. Il n'avait pas... Mais M. Bonnet a accompagné ce crime. Il a accompagné cette idée-là. Et donc, je suis, en tout cas, dans ma génération, qui est née après-guerre, en 1952 pour ma part, je suis de celles et ceux qui pensent qu'on ne peut pas oublier ça. Et que ce n'est pas de nous empêcher de penser librement que de le rappeler, c'est au contraire nous obliger à penser avec tous ces fantômes qui nous accompagnent et qui nous éclairent, au contraire, nous obligent à être vigilants, à ne pas renoncer à nous-mêmes. C'est un appel à ce qu'on ait un peu plus de tenue, à ce qu'au nom du divertissement, de tout dire, y compris, je le redis, le pire et l'abject, eh bien, on se défait nous-mêmes, on s'abandonne nous-mêmes, on se laisse aller. Pas seulement la démocratie, nous-mêmes. Oui, appel à la vigilance, appel à la résistance, au fond. 30 ans après, donc c'était le 13 juillet 1993, cet appel que vous aviez publié dans Le Monde, que vous dirigiez à l'époque, Edwy Plenel. Ce livre est publié aux éditions La Découverte, l'appel à la vigilance face à l'extrême droite. Merci beaucoup d'être venu défendre ce livre. Edwy Plenel était notre invité aujourd'hui. Merci.